Ce livre m'a laissé sans voix. C'est une descente dans les ténèbres, une immersion totale dans un monde qui vous broie. Germinal, d'Émile Zola. On plonge au cœur de la lutte la plus fondamentale qui soit, celle de l'humain contre un système qui l'écrase. La lutte du travail contre le capital. C'est une histoire implacable. On suit Étienne Lantier, un jeune homme, un étranger, qui arrive avec rien d'autre que sa rage et un mince espoir. Et on est lâché avec lui comme ça, au milieu d'une nuit glaciale, sans travail, sans abri. Sur une route qui semble ne mener nulle part. Il vient chercher du travail pour survivre, mais il va allumer un incendie qui va tout consumer. Un leader qui se retrouve dépassé par la fureur qu'il a lui-même déchaînée. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas seulement de son histoire, mais de celle de toute une communauté au bord de l'explosion, d'un monde souterrain qui s'apprête à faire éclater la surface. Alors pour commencer, l'histoire démarre dans une obscurité totale, une épaisseur d'encre comme dit Zola. Étienne marche seul, dans un froid mordant, dans le nord de la France. Oui. Et il aperçoit des feux, au loin. Il pense y trouver un refuge, mais ce n'est pas ça du tout. C'est la mine, le Voreux. Et dès le début, le Voreux, ce n'est pas juste un lieu de travail. Zola le décrit comme une bête vivante. Ah oui, Un monstre affamé qui avale les hommes par bouchées de 20 ou 30. Une créature qui respire, qui digère sa chair humaine. L'image est d'une puissance folle. c'est plus qu'une image, on dirait presque un personnage en soi. C'est absolument central. Le Voreux n'est pas un décor, c'est un antagoniste. C'est le monstre au fond du labyrinthe qui exige son tribut de vie humaine, chaque jour. Et ce tribut, il ne se limite pas aux hommes. Il y a cette histoire des chevaux. C'est terrible. Ah, les chevaux! Ils descendent dans la mine Poulain et ils ne revoient jamais la lumière du jour. Ils deviennent aveugles, ils travaillent jusqu'à l'épuisement et meurent sous terre. C'est le miroir exact du destin des mineurs. Totalement. Et c'est un destin auquel personne n'échappe. Une fois qu'il est engagé, Étienne découvre la famille Maheu, 9 personnes, entassées dans 2 pièces. On sent la misère, la promiscuité, la faim qui est là tout le temps. C'est ça. On sent l'odeur de l'oignon frit qui est le seul luxe. C'est leur réalité, de génération en génération. Et Zola met ça en contraste direct avec les propriétaires de la mine, les Grégoire. Ce qui est frappant, c'est à quel point ils ne vivent pas dans le même monde. Même pas sur la même planète. Les Grégoire mènent une vie d'oisiveté, de confort, complètement déconnectée. Leur plus grande angoisse, c'est de savoir si leur brioche a bien levé. Exactement. Pendant que les enfants des Maheu n'ont même pas de pain. Exactement. Pour eux, leur fortune, c'est quelque chose de naturel, de divin. Ils ne font jamais le lien avec la souffrance qui la produit. C'est cette déconnexion qui rend la situation explosive. Et tout ça, ils ne l'inventent pas. C'est ça, la force de Zola. Il a fait un travail de journaliste. Il est descendu lui-même dans une fosse à Anzin. Il a parlé aux mineurs. Il a rempli des carnets de notes. Ah d'accord. Sur le jargon, les maladies, les salaires. On ne lit pas une fiction, on respire la poussière de charbon. Et c'est là-dedans qu'arrive Étienne. On pourrait penser, bon, voilà le héros classique qui va venir sauver tout le monde. Oui, on pourrait. Mais c'est bien plus complexe. Au début, oui, il est différent. Il sait lire, il a des idées, il parle de justice sociale. C'est ça. Et ces mots, qui tombent sur le terreau de cette misère, eh bien, ils commencent à germer. Il leur donne un projet concret, cette fameuse caisse de prévoyance. Une sorte de cagnotte pour tenir en cas de grève. C'est une idée simple, mais pour ces gens qui vivent au jour le jour, c'est une immense lueur d'espoir. C'est ce qui fait de lui un leader. Oui, il devient leur espoir. Mais Étienne, il se bat aussi contre un ennemi intérieur. Et ça, c'est fascinant. Zola nous explique qu'il a hérité de la fêlure de sa famille. Cette tendance à la violence, à la folie qui peut se déclencher avec l'alcool. Exactement. C'est le cœur du naturalisme de Zola. L'idée que l'environnement social, la mine et la génétique, cette fêlure, déterminent complètement les personnages. Ils ne sont pas libres. Sa rage intérieure, c'est une bombe à retardement. Et c'est la même rage qui va bientôt enflammer toute la communauté. La bombe à l'intérieur de l'homme et la bombe sociale sont en fait la même chose. Et au milieu de tout ça, il y a Catherine Maheu. Oui, la jeune Catherine, 15 ans, mais déjà usée par la mine. Étienne est attiré par elle, mais c'est une relation impossible. Parce qu'il y a Chaval. Voilà. Elle est sous l'emprise de Chaval, un ouvrier brutal, jaloux. Ce trio, c'est un autre champ de bataille, une autre lutte qui se joue dans la crasse du Voreux. Tout est lutte. Et la grande lutte, la grève, comment est-ce qu'elle démarre? L'étincelle, c'est une ruse de la direction. Une baisse de salaire déguisée. La compagnie annonce qu'elle paiera le boisage, le soutènement des galeries,
à part. Un détail technique, en apparence. En apparence. Mais en réalité, ça diminue la paix globale. Pour les mineurs, c'est la provocation de trop. La goutte d'eau. La grève est votée. Et Étienne se retrouve propulsé à la tête du mouvement. Il devient le leader, l'orateur. Il est grisé par son propre pouvoir sur la foule, oui. Au début, la grève est pacifique, très organisée. Les mineurs tiennent bon, avec une dignité incroyable. Mais la compagnie refuse de céder. Et l'hiver arrive. Un hiver terrible. Le froid et la faim commencent à ronger la communauté. Et c'est là que le drame bascule. Avec la mort de la petite Alzire Mahut, la jeune bossue, elle meurt de faim. Oui, Ce n'est pas une mort violente, mais c'est peut-être la plus terrible du livre. C'est le point de rupture. exactement. Sa mort, c'est la mort de l'innocence. La faim n'est plus une condition, elle devient un moteur, un carburant pour la haine. La foule n'est plus une collection d'individus, elle devient une horde, guidée par un seul cri, du pain, du pain. Ce n'est plus une revendication sociale, c'est un rugissement animal. La grève pacifique se transforme en une marche de la faim, une émeute. La violence explose. Elle devient incontrôlable. Et elle atteint son paroxysme avec le lynchage de l'épicier, Maigrat. Celui qui a affamé les familles et abusé des femmes. Précisément. Et la scène de sa mort est incontrôlable. D'une violence presque insoutenable. On a du mal à lire ça. Pourquoi Zola va-t-il aussi loin? Parce qu'il veut que le lecteur bourgeois de son époque ressente physiquement la déshumanisation que ces gens ont subie. Ce n'est pas gratuit. C'est la restitution d'une brutalité sociale. Voilà ce que le système produit. Exactement. La direction est complètement dépassée, paniquée. Il ne reste qu'une solution. Appelée l'armée. Et la confrontation devient inévitable. Les soldats, des jeunes hommes issus du peuple, face à une foule de mineurs désarmés. Les pierres volent, la tension est à son comble. Puis un ordre donné. Et les fusils parlent. 14 morts. Et parmi eux, Toussaint Maheu, le père, le pilier de la famille. La grève est brisée, noyée dans le sang. C'est la défaite totale. Après ça, tout s'effondre. Les mineurs, vaincus, se retournent contre Étienne. Celui qui était leur héros devient le bouc émissaire, le responsable du désastre. C'est la fin du rêve collectif. Mais un homme n'a pas renoncé. Souvarine. Ah, Souvarine, l'anarchiste russe. Lui, il est resté silencieux pendant toute la grève. Pour lui, la grève, c'était une bêtise dès le début. Négocier, c'est jouer le jeu du système. Pour lui, il n'y a rien à négocier. Il faut tout anéantir. Juste la destruction pour purifier le monde. Il attendait simplement que la bêtise soit terminée pour passer à l'action. Et son action est terrible. Dans la nuit, seul, il descend dans la mine. Il commet l'acte de sabotage ultime. Un geste froid, calculé, apocalyptique. Il ne tue pas un patron, il tue la mine elle-même. Le lendemain matin, les mineurs résignés redescendent. Étienne, rejeté, suit Catherine dans la fosse. Et là, le drame se produit. La structure cède. C'est l'apocalypse. Une inondation monstrueuse. Le voreux, la bête qui dévorait les hommes, est à son tour dévoré par la terre. La symétrie est terrifiante. C'est la fin de ce monde. Des centaines de mineurs sont piégés. Mais, tout au fond, dans une petite poche d'air, 3 personnes ont survécu, pour l'instant. Étienne, Catherine et leur rival, Chaval. Ils sont là, tous les 3, piégés dans le noir absolu. L'eau glaciale qui monte inexorablement. La faim, la mort, partout autour d'eux. dans cet enfer souterrain, quel est le plus grand ennemi? La faim qui vous rend fou, l'eau qui vous gèle jusqu'aux os, ou l'homme qui se tient à vos côtés dans l'obscurité. La confrontation finale entre Étienne et Chaval est inévitable. Mais ce qui se passe après, dans les derniers instants d'espoir et de désespoir, c'est là que l'histoire vous achève vraiment. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.